des actus, des coups de cœur et quelques tranches de notre vie, saison 6. Bonjour, bonsoir, nous sommes Guillaume et Max et on est ravis de vous retrouver pour ce 14e épisode de la saison 6 de Tranches de couple, un épisode qu'on a choisi d'intituler « Bande de pingouins ». Alors merci à toutes et à tous pour votre écoute et comme d'habitude, n'hésitez pas à partager cet épisode pour nous aider à rester visibles et nous encourager à vous proposer ce podcast régulièrement, même quand il fait très beau dehors et qu'on prend quand même le temps de l'enregistrer. Oui, et vous aurez remarqué, on est revenu sur notre rythme habituel d'enregistrement du podcast, donc voilà, c'est super. Paf, 2 podcasts en une semaine. Vous pouvez pas dire que vous en avez pas eu assez ce coup-ci. Allez, on passe tout de suite à la rubrique Actu et on commence, Guillaume, par l'état de l'économie russe. Alors oui, comme vous le savez, la dernière fois, dans le dernier podcast de la semaine dernière, on est revenu plus largement sur les aventures du gouvernement Trump et ce que ce gouvernement fait subir au reste du monde. On s'est dit qu'il était important aussi de revenir un peu sur l'autre grand sujet qui malheureusement monopolise toujours tant les politiques que la diplomatie que l'économie, notamment en Europe, c'est la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et puis commencer avec une petite information, parce que j'ai vu beaucoup d'informations circuler ces derniers jours. À l'aune justement des tarifs de Trump, il y a eu une chute du dollar face à la plupart des monnaies, plus de 4% face à un grand panier de monnaie, euro, yuan, dollar australien, enfin yen japonais, voilà, quelque chose qui ne s'est encore jamais vu dans le passé. Est-ce que le dollar est en train de ne plus devenir cette monnaie refuge qu'il a été depuis l'après-guerre ? Et puis, la chute du dollar et tous ces tarifs, ça a aussi fait chuter le baril de pétrole. Alors, j'ai vu pas mal d'informations comme quoi c'était une aubaine pour l'Ukraine, puisque ça allait réduire considérablement le prix de ce que la Russie allait pouvoir tirer de la vente de son pétrole. Il faut savoir que depuis le décembre 2022, le prix du baril officiel du baril de pétrole russe a été plafonné par le G7 à $60 le baril. C'est un mécanisme qui visait à la fois à limiter les revenus pour la Russie tout en maintenant une incitation pour qu'elle continue à vendre son pétrole. En même temps, qu'est-ce qu'elle en ferait ? On ne peut pas stocker ad vitam aeternam du pétrole partout et on ne peut pas arrêter comme ça une économie basée sur le pétrole. Sauf qu'il faut savoir que la Russie vend aujourd'hui, on estime, entre 40 et 50% de son pétrole via notamment ce qu'on appelle sa flotte fantôme, une flotte de navires fantômes qui ont souvent défrayé la chronique ces dernières semaines, puisqu'ils ont été également accusés d'avoir rompu notamment des câbles sous-marins en mer Baltique et en mer du Nord. Alors, tout ça pour dire que aujourd'hui, l'économie russe n'est pas uniquement ciblée sur le prix de son pétrole, qu'une chute va certes avoir un impact sur ses finances, mais que l'impact sera limité et plus long à avoir un véritable impact finalement sur la vie quotidienne des Russes dans le temps. Alors le FMI prévoyait une croissance de 1,3% pour l'économie russe en 2025. Elle est soutenue par des dépenses, naturellement de dépenses élevées, 145 milliards de dollars, essentiellement transférés vers la Corée du Nord. Je vous laisse faire un petit calcul. Non, je plaisante pas essentiellement, mais en tout cas, une grande partie de ces dépenses sont transférées en Corée du Nord pour l'achat notamment d'ogives. D'obus. C'est face à une croissance en 2024 de 4,1%. On est donc en dessous de sa croissance de 2024. La Russie fait face à une inflation élevée et à un déficit budgétaire record. Bon, le rouble en même temps est une monnaie qui, entre guillemets, est autosuffisante dans la mesure du possible, puisque c'est souvent aussi une monnaie ne peut pas vivre toute seule dans un monde aussi mondialisé que celui dans lequel on vit, mais en tout cas la Russie fait marcher la planche à billets. Ce déficit budgétaire a augmenté de 73,6%. On imagine que ça pourrait entraîner une spirale d'hyperinflation si la situation perdure. L'inflation est déjà importante pour le russe lambda et surtout pour les Russes l'immense majorité des Russes qui ne touchent pas grand-chose. On ne voit pas énormément de gens qui, pour l'instant, manifestent. On sait que la Russie contrôle de façon relativement proche sa population.
Les dépenses militaires accrues, par ailleurs, risquent elles aussi d'entraîner une hausse de l'inflation ou d'affaiblir d'autres secteurs économiques, puisque la priorité est clairement donnée sur les dépenses militaires. Et puis, naturellement, il y a toutes les sanctions qui ont été imposées à la Russie depuis 2014. Alors, on est un peu dans les limbes quant à qu'est-ce que vont devenir les sanctions imposées par les États-Unis. On sait que la Russie, on vous l'a dit dans le podcast précédent, fait partie des 2 ou 3 pays qui n'ont pas été cités dans les tarifs de Donald Trump, les droits de douane. Elle tente, la Russie, de renforcer ses liens avec d'autres économies émergentes comme l'Iran, la Turquie ou les pays africains. Alors la Turquie, ça devient compliqué parce que, en tout cas diplomatiquement, la Turquie est en faveur d'une intégrité territoriale ukrainienne. Il y a d'autres sujets derrière dans lesquels on pourrait revenir un jour, mais en tout cas, il y a clairement un point d'achoppement avec la Russie, ce qui n'empêche pas notamment de devenir une plaque tournante pour ce qui est de faire venir des Russes en Europe via l'aéroport d'Istanbul, notamment. Et puis en Afrique, eh bien, les choses, on a vu pas mal de mercenaires, notamment via le groupe Wagner, se déployer même dans un certain nombre de pays africains. Alors avec jusqu'à maintenant un accueil plutôt positif des populations. Un petit hic sur lequel on reviendra, c'est que le Ghana, des manifestations ont commencé à avoir lieu au Ghana ces dernières semaines, notamment parce que le groupe Wagner et des mercenaires russes sont accusés d'un certain nombre d'exactions là-bas et protégés par le président, puisqu'ils forment notamment la garde présidentielle. Alors, à long terme, les perspectives de croissance sont incertaines en raison des disparités géographiques et de tendances démographiques extrêmement négatives. La grande Russie, celle qui nous parle de remettre sur le devant de la scène la natalité et grâce à des valeurs ultra-conservatrices, eh bien, fait face à des records de non-natalité, de dénatalité. Aujourd'hui, avec 1,2 enfants par femme enregistrés l'année dernière, c'est le plus bas qui n'ait jamais été enregistré dans le pays, qui continue néanmoins à nous faire la leçon, suivi par naturellement ses meilleurs amis, notamment Viktor Orban, qui accueille régulièrement des conférences sur comment relancer la natalité en Europe. Manifestement, on n'y est pas encore. Beaucoup d'éléments qui nous montrent aujourd'hui que on ne peut pas dire que tout ce qui se passe aujourd'hui, tant en termes de sanctions que de prix du baril de pétrole, ait un impact immédiat, visible sur l'économie russe. C'est une économie qui est devenue extrêmement résiliente aussi au fur et à mesure des années aux crises. C'est une économie qui a longtemps, notamment pendant l'URSS, appris à tourner, à être autosuffisante et à tourner sur elle-même. Donc c'est en tout cas pas pour l'instant ce qu'on peut espérer. On ne peut pas espérer une chute immédiate de l'économie qui permettrait de mettre un terme à la guerre en Ukraine. Il faudra que ça passe par autre chose. Sur le terrain militaire, sur le terrain ukrainien, on a eu une nouvelle offensive russe sur le nord-est de l'Ukraine, des nouveaux assauts dans les régions de Kharkiv et Sumy au nord, un doublement du nombre d'attaques de 69 à 120 entre le 2 et le 7 avril. Malgré le cessez-le-feu, la Russie a continué à bombarder des zones, y compris des zones résidentielles, faisant 35 morts le dimanche des Rameaux, dimanche dernier, justement à Sumy. L'objectif de la Russie est d'avancer dans le Donbass, cette région de l'est de l'Ukraine, pour créer une zone tampon et pouvoir récupérer les oblasts qu'elle souhaitait depuis le début, qui font partie de ses objectifs de guerre. Il y a des entraînements conjoints entre la Russie et la Biélorussie. Dans le même temps, on a un certain nombre de pays européens, notamment la Suède, la Finlande et les pays baltes et la Pologne, qui se sont retirés du traité d'Ottawa sur l'utilisation des mines antipersonnelles. Ah, c'est étonnant, elles sont toutes situées à la frontière avec la Russie. Jusqu'à maintenant, il n'y a que la Norvège qui ne s'en est pas retirée et qui a même critiqué son voisin finlandais pour s'en être retiré. Il faut dire que la Finlande a quand même plus de 600 km de frontière avec la Russie, alors que la Norvège en a pas peine une centaine. Donc, on sent que ces pays ressentent aussi le besoin d'envoyer des signaux. Pour l'instant, on est juste sur un signal qu'on envoie à la Russie en disant attention, on est prêt aussi à agir et à aller à ce que ça devienne aussi sale que vous, si jamais vous nous attaquez. On n'imagine pas aujourd'hui la Russie pouvoir tenir 2 fronts en même temps. Et en même temps, on n'imaginait pas il y a 3 mois la Russie avoir comme meilleur ami Donald Trump. Donc, attendons un peu malheureusement de voir ce qui va se passer.
Toujours dans le contexte européen et plus précisément de l'Union européenne, la haute représentante Kaja Kallas a annoncé que les États membres se sont engagés à fournir 23 milliards d'euros d'aide militaire à l'Ukraine pour l'année 2025, une augmentation par rapport aux 20 milliards pour 2024. Les fonds viennent des intérêts générés par les actifs russes gelés. 2 milliards d'euros devraient être ainsi mis à disposition dans les semaines qui viennent. Et 5% de ces recettes sont allouées à la Facilité européenne de paix pour financer les équipements militaires. Et puis, il y a des contributions spécifiques bilatérales, c'est-à-dire entre directement l'Ukraine et des pays, notamment l'Allemagne, qui est le deuxième contributeur mondial après les États-Unis, qui a annoncé 3,3 milliards de nouvelles aides pour 2025. C'est un chiffre en baisse qui s'explique par deux facteurs. Une volonté de s'appuyer davantage sur les actifs russes gelés, mais c'est aussi le gouvernement sortant qui en a fait les annonces, alors que les discussions sont encore en cours pour la coalition qu'on attendait autour de Pâques, d'ailleurs, du nouveau chancelier Merz. Et puis la France, lors d'un sommet à Paris le 26 mars, le président Macron a annoncé une nouvelle aide militaire de 2 milliards d'euros et ce nouveau paquet qui comprend notamment une série d'équipements militaires, des missiles anti-chars Milan, des missiles Mika pour les avions de chasse Mirage, des missiles de défense aérienne Mistral, des véhicules blindés, etc. etc. Et puis les pays baltes sont globalement alignés avec une aide militaire correspondant à 2% de leur PIB. Parmi les autres contributeurs, on peut noter les pays nordiques, la Pologne ou les Pays-Bas. Et puis d'ailleurs, pour revenir rapidement sur l'Allemagne, et j'en terminerai là, on gardera le reste de ce qu'on avait écrit, je pense, pour un prochain podcast. Le futur chancelier Merz s'est dit ouvert à l'utilisation par l'Ukraine des missiles Taurus pour se défendre. Il a notamment dit que l'Allemagne ne s'opposerait pas à l'utilisation de ces missiles pour notamment s'il fallait faire sauter les infrastructures critiques qui permettraient de toucher la Russie en plein cœur, notamment le pont de Kertz situé entre la péninsule de Crimée et la Russie continentale. La Russie a naturellement riposté en disant que l'utilisation de ces missiles serait une ligne rouge, une autre, encore une. On ne sait plus à combien on en est, on ne sait plus combien ont été franchis depuis le début de ce conflit. Merci beaucoup Guillaume pour ce point de situation très très complet sur à la fois la situation en Russie, mais aussi la situation sur le terrain en Ukraine, et puis finalement, où est-ce qu'on en est de l'aide des Européens par rapport au soutien militaire à l'Ukraine. On notera d'ailleurs que du côté de Washington, on entend des bruits selon lesquels ils sont un petit peu irrités par ce soutien des Européens affirmé à l'Ukraine. Effectivement, il y a, en même temps, ils sont un peu irrités partout parce qu'ils sont aussi irrités par la non-réaction ou les réactions compliquées de la Russie. Enfin, globalement, on est sur du Trump. Bref, ça nous permet une petite transition habile, bravo. Habile. C'est pas une transition de pingouin pour le coup, vers notre actu suivante, toujours sur le conflit en Ukraine, avec plutôt cette fois-ci, Max, le front diplomatique. Merci, effectivement Guillaume. Et là, pour le coup, on va parler de pingouins parce que le premier point, c'est que le 11 avril, l'envoyé spécial de l'administration Trump pour l'Ukraine, Steve Witkoff, s'est rendu à Saint-Pétersbourg pour rencontrer Vladimir Poutine, le président russe. Alors, il a expliqué au sortir du meeting que ça avait été plutôt productif et suggéré qu'un accord potentiel de paix pourrait se concentrer sur le statut de 5 territoires. Alors, sans les nommer explicitement, il s'agirait donc bien sûr de la Crimée qui avait été annexée illégalement en 2014 par la Russie, et puis les territoires qui sont occupés aujourd'hui illégalement, mais seulement partiellement, les territoires ukrainiens, des régions du Donetsk, de Louhansk, de Zaporizhia et de Kherson. Désolé pour la prononciation, mais bon, globalement, je pense que vous avez déjà entendu ces noms. Alors, Witkoff aurait dit au président Trump que donner le contrôle à la Russie des 4 régions occupées partiellement serait la manière la plus rapide de sécuriser un cessez-le-feu. Ben voyons. Cette demande est globalement alignée sur les demandes de la Russie, à savoir consolider les territoires qu'elle cherche à gouverner depuis 2014. Il n'y a pas tort, fondamentalement, je veux dire. Bon, naturellement, la Crimée dans ce jeu-là, elle est considérée comme déjà partie, en fait, même si c'est quand même à la base un territoire ukrainien. C'est toujours d'ailleurs un territoire ukrainien, soyons précis.
Exactement. Alors cette position très ouvertement pro-russe, elle a quand même fait grincer des dents et été très critiquée par les partisans de l'Ukraine. Et on se rappellera que la Russie, elle a continué à ne pas donner suite à l'offre de cessez-le-feu inconditionnel dans les 30 jours qui avait été proposée qui a été mise sur la table par les États-Unis, et que finalement l'Ukraine avait accepté, alors que l'Ukraine souhaitait mettre des conditions. Et le président ukrainien s'en est ému le 17 avril en soulignant que, suite à ces comptes rendus de cet entretien entre Witkoff et Poutine, l'Ukraine ne négocierait pas le démantèlement de son territoire, et il a accusé du fait que, de manière consciente ou non, cela propageait le narratif russe. Et puis, enfin, il a dit que lui, en tant que président ukrainien, il n'avait aucun mandat de ses citoyens pour, en gros, commencer à disséquer le territoire de l'Ukraine. Alors, les États-Unis, toujours sur le plan diplomatique, ont voté le 17 avril contre une résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies qui condamnait l'agression de l'Ukraine par la Russie. C'est pas la première fois qu'on a de telles résolutions, mais il y a quelque chose qui a été un petit peu particulier, c'est que seuls 8 pays se sont opposés à cette résolution, et il s'agit donc de la Russie, la Biélorussie, la Corée du Nord, l'Érythrée, le Mali, le Nicaragua, le Niger, le Soudan et donc maintenant les États-Unis. Mais des gens bien, finalement, des gens bien sous tout rapport. Alors c'est quand même une situation assez inédite parce que, que les États-Unis votent pour une des premières fois avec la Russie pour s'opposer à condamner l'agression de l'Ukraine par la Russie, ça fait quand même un sacré retournement. Et puis tu le disais, Guillaume, dans un cercle bien accompagné de pingouins. C'est ça, les meilleures fréquentations possibles. Bon, alors dans ce contexte qui est quand même assez noir, on est quand même désolé, Trump a répété publiquement qu'il ne souhaitait pas donner une suite positive à la requête de Zelensky d'acheter pour 50 milliards de dollars d'équipements de défense aérienne et antimissiles, les fameux Patriot. C'est quand même le monde à l'envers. Bah oui, parce que Trump, c'est quand même un businessman. Il s'est plaint que les États-Unis avaient donné gratuitement plein d'argent à l'Ukraine et que l'Ukraine ne les avait pas remboursés. Là, on a le président ukrainien qui propose d'acheter du matériel américain. Et là, il y a Trump qui, globalement, dit non, ça reste assez étonnant. Et naturellement, ça ne fait pas les affaires de l'Ukraine. Heureusement que, on l'a dit tout à l'heure, les Européens, eux, se sont quand même un petit peu réveillés. Mais du coup, c'est aussi dans ce contexte qu'on entend les commentaires répétés de Donald Trump disant que Zelensky est finalement responsable de la guerre, ce qui est quand même juste absurde, et en tout cas qu'il n'aurait jamais dû engager son pays dans la guerre contre la Russie, qui est 20 fois plus grosse. Alors, position qu'il a répétée le 17 avril en présence de la première ministre Giorgia Meloni. C'est quand même toujours très très gênant d'entendre ce genre de narratif russe ou pro-russe qui est répété par le président des États-Unis. Alors, en parallèle, ce même jour, le 17 avril, Emmanuel Macron, lui, il accueillait à l'Élysée une réunion entre une délégation américaine, conduite par M. Witkoff, dont on a parlé plus récemment, et puis une délégation ukrainienne. En présence de représentants britanniques et allemands, l'objectif, c'était de discuter comment atteindre une paix juste et durable. Donc ça, c'est aussi, ça montre que les Européens se saisissent un petit peu d'une situation où ils étaient complètement exclus, parce que les négociations, elles étaient menées par, d'une part, les Américains avec les Russes, d'autre part, les Américains avec les Ukrainiens. Les Européens étaient complètement laissés en dehors du jeu. Et donc finalement, avec cette initiative, l'Europe se remet un petit peu au centre du jeu. L'Europe au travers de 3 États membres, donc l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni. Alors, au sortir de cette réunion, le ministre des Affaires étrangères américain, Marco Rubio, j'ai dit que Witkoff conduisait cette délégation, mais c'était bien le ministre des Affaires étrangères. Marco Rubio qui conduisait cette délégation et Witkoff en faisait partie. Et donc, Rubio, il a laissé entendre... que des gens bien. Laissé entendre que si une solution pour un accord de paix n'était pas trouvée rapidement, et si il s'avérait que les deux parties étaient si éloignées qu'une solution semblait impossible, il était fort probable que Donald Trump arrive à un point où il déciderait de passer à autre chose. Bon, il faut dire que la patience de Donald Trump, en général, elle est assez proche de celle d'un enfant de 3 ans. Donc, c'est sûr que il avait annoncé qu'il réussirait à mettre fin à la guerre en 24 heures, et ça fait plus de 87 jours depuis son inauguration qu'il continue à essayer de faire quelque chose, et ça n'y arriverait pas. Donc, Marco Rubio a fait cette remarque en disant qu'une décision serait prise probablement dans les prochains jours.
Et on va voir un petit peu comment est-ce que ça va réagir. De fait, si les tentatives de cessez-le-feu des États-Unis, comme je l'ai dit, pourtant acceptées par l'Ukraine sans condition, n'ont pas trouvé de répondant côté russe, on a vu que les attaques russes sur les objectifs civils et infrastructures énergétiques n'ont pas cessé. Ce qui est assez étonnant quand même, c'est que Donald Trump, il est assez prompt à... quand il y a des gens qui lui font des affronts ou qui répondent pas, vraiment à s'énerver. Mais pour le coup, là... Poutine globalement se fout de sa gueule et Trump ne réagit pas et il laisse cette humiliation sans réponse. Et récemment, on a encore vu, alors que la Russie faisait traîner les choses et demandait encore plus de préconditions à l'Ukraine, il y a eu une attaque de missiles le jour du dimanche des Rameaux sur la ville de Soumy. Et là, la réaction de Donald Trump, une nouvelle fois, « Ah non, mais on m'a dit que c'était une erreur. It was a mistake. » Bref, assez compliqué de savoir comment les choses vont évoluer, surtout quel va être l'impact si les Américains décidaient finalement de ne plus se préoccuper de la guerre en Ukraine. Quel serait l'impact d'une telle décision ? Voilà peut-être pour ce point diplomatique qui nous laisse un petit peu sans voix face à cette bande de pingouins. Merci Max. Eh bien, absolument, on se dit un peu que parfois c'est pas simple d'être dans ce monde aujourd'hui. On sait pas trop où on va. En tout cas, comme tout bon pingouin, on va pas voler très haut, mais on va essayer de sortir de notre iceberg si on peut. Puisqu'on parle de pingouins, sans transition, notre point belgitude nous amène cette semaine finalement en Afrique du Sud, où un pingouin... En Afrique du Sud ? Absolument, en Afrique du Sud, on s'éloigne un peu de notre cœur de métier, mais vous allez comprendre pourquoi. Puisqu'en Afrique du Sud, c'est une nouvelle qui nous est parvenue il y a quelques jours, mais qui date du mois de juin. Un pingouin qui glisse d'une boîte en carton a provoqué le crash d'un hélicoptère. Incroyable. Ouais, une vraie histoire de pingouin. Alors, il faut savoir que ce pingouin, il y a un certain nombre d'espèces de pingouins en Afrique du Sud, que là, il devait être transféré d'un parc national vers un autre via un hélicoptère, qu'il était donc dans une boîte en carton, tenue par un des passagers de l'hélicoptère, mais cette boîte lui a malheureusement glissé des mains, le pingouin avec, et le pingouin s'est précipité sur l'avant de l'hélicoptère et le pilote qui n'a pas pu récupérer l'appareil à temps. Résultat, les pales du rotor principal ont heurté le sol avec après une chute tout de même de 15 mètres. Tout est bien qui finit bien, néanmoins, c'est un accident qui n'a fait aucune victime, ni le pilote, ni les passagers, ni, c'est le plus important finalement, le pingouin, n'ont été blessés, malgré des dommages, je cite, importants sur l'appareil, on peut l'imaginer. Alors voilà, si jamais vous prenez un pingouin dans votre voiture ou dans votre hélicoptère, assurez-vous quand même de bien tenir la boîte, parce que cet animal, comme n'importe quel autre, peut être dangereux s'il est pas correctement, s'il n'a pas mis sa ceinture de sécurité. Alors je sais pas si on a des images, mais sinon on va peut-être demander à ChatGPT de nous générer un petit film, parce que ça paraît quand même assez incongru, on va pas se mentir. Oui, c'est une histoire assez incongrue, mais elle tombait très bien pour cet épisode, je dois dire. Donc Mais merci Guillaume, merci de nous avoir trouvé toujours cette petite pointe d'humour pour... Et je vous encourage à aller visiter la réserve naturelle de Bird Island à l'ouest du pays, d'ailleurs, où se trouvent des manchots, des otaries, si vous aimez les animaux. On en est déjà à 25 minutes, alors on va faire un petit point de la vie de couple. Notre vie de pingouin se poursuit, mais c'était quand même un tout petit peu calmé cette semaine depuis notre dernier podcast. Ouais, parce qu'il faut dire qu'on a quand même de la chance, c'est que cette semaine, comme pour tout le monde, c'était une semaine un peu plus courte, enfin peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas pour certains, pardon. Bon, en fait, pour moi, c'était une semaine un peu plus courte. Mais pour pas mal de gens, t'es pas le seul. Mais... et donc, ça, c'est plutôt... Un environnement de travail particulièrement généreux autour de Pâques et de certains ponts. Exactement. Bon, tu me diras, vu le nombre de collègues qui étaient au bureau hier et avant-hier, je pense qu'il y en a un certain nombre qui ont profité de l'environnement généreux aussi. Enfin, globalement, la ville s'est un peu vidée. Je pense que la combinaison entre vacances, plus petite semaine, tout ça, c'est quand même assez agréable. Mais bon, du coup, ça n'empêche que toi, t'as bossé toute la semaine. Donc, notre enregistrement de podcast se fait bien ce week-end, comme prévu. Et non, mais là, il y a une petite baisse de régime qui est plutôt agréable. Et il faut en profiter. Et voilà. Et puis c'est le week-end de Pâques.
Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Tout à fait. Pour nous, c'est un week-end important. On vous l'a déjà dit. On avait même fait un pack podcast il y a quelques saisons en arrière. Si jamais vous voulez replonger dans les archives, c'est l'occasion, Pâques, souvent, de se retrouver. Alors, nous, c'est plutôt en famille. Cette année, ce sera en famille réduite. On va aller en région parisienne voir ma mamie, qui a maintenant 90 ans, 90 ans, pour passer quelques jours avec elle, puisque ces deux filles sont en voyage au bout du monde en ce moment, ce qui est très bien aussi. Donc voilà, ça lui fera un peu de compagnie. Nous, ça nous permettra de couper un peu et puis de nous ressourcer dans un environnement différent de celui de la maison. Donc ça, ce sera chouette aussi, je crois. Exactement. Ouais, non, c'est toujours très sympa de pouvoir passer un peu de temps en famille. Absolument. Et puis pour les cathos, vous le savez, Pâques n'est pas une fête de pingouins, n'est-ce pas ? C'est un moment important de l'année. Pour moi, c'est le plus beau moment parce que il y a vraiment toute la semaine sainte avant, à partir du dimanche des Rameaux, et puis jeudi saint, vendredi saint. La veillée pascale, quand on peut la faire. Cette année, pour nous, ce sera la messe de Pâques, mais qui sont finalement, nous ramènent aux racines, au cœur même de la foi, et qui représente je dis un décorum, mais pas au sens négatif du terme, vraiment une liturgie, en tout cas, qui permet de se recentrer et de revenir aux fondamentaux de notre foi et pourquoi est-ce qu'on croit d'une certaine manière. Pour moi, c'est ça qui est aussi important. Merci Guillaume pour ça, et effectivement, voilà, on vous souhaite à tous et à toutes une très joyeuse Pâques. Je ne sais pas exactement quand est-ce que cet épisode sera distribué, probablement après le dimanche de Pâques. Et du coup, Guillaume, tu voulais finir avec une petite histoire sur la chasse aux œufs ? Mais oui, parce que les pingouins pondent des œufs, comme beaucoup d'animaux. Beaucoup d'animaux finalement, et beaucoup d'animaux de leur catégorie, c'est-à-dire des oiseaux. Et puis, donc, on s'est dit que c'était l'occasion de revenir aussi sur la tradition des œufs de Pâques. D'où vient cette tradition d'échanger des œufs à Pâques. Alors, la fête de Pâques chez les chrétiens sonne la fin du carême, qui correspond dans la religion catholique à une période de 40 jours de jeûne et de repentance. Au XVe siècle, les autorités religieuses ont interdit la consommation d'œufs pendant toute la période du carême. Les poules continuaient toutefois de pondre, donc les œufs étaient ramassés afin de pouvoir être consommés à Pâques. Certains de ces œufs étaient également décorés pour être offerts, et c'est sous le règne de Louis XIV que cette tradition s'est transformée et a été, on va dire, officialisée d'une certaine manière, puisque le roi choisit de faire de l'œuf un véritable présent de Pâques. Il offre alors des œufs peints à la feuille d'or à ses courtisans et à ses domestiques. D'où l'idée qui est venue ensuite de faire cette chasse aux œufs dans les jardins. En France, on a coutume de raconter aux enfants que ce sont les cloches qui les déposent dans le jardin. Elles seraient en effet parties en deuil à Rome le jeudi saint. Il n'y a plus de son de cloche entre le jeudi saint et la veillée pascale dans la tradition catholique, afin d'être bénies par le pape. Et c'est en revenant de leur pèlerinage à Rome qu'elles apporteraient dans leur jardin et dans leur bagage, les fameux œufs. En Allemagne, en Suède et en Autriche, c'est plutôt un petit lapin, un lièvre. Voilà, on revient encore sur un autre symbole de Pâques, qui s'amuse à les cacher dans le jardin. Dans les pays anglo-saxons, c'est un lapin blanc, pour être plus précis. Mais alors, pourquoi pas une poule ? Il n'y a que les petits Tyroliens, semble-t-il, en Autriche, qui sont convaincus que la poule est à l'origine de cette prouesse. Ça n'intéresse toutefois pas tant les enfants que ça. Ce qui compte finalement, c'est de pouvoir réaliser une belle chasse aux œufs et de pouvoir récupérer le maximum d'œufs en chocolat pour passer un après-midi en coma de sucre. Attention aux indigestions, effectivement. Alors c'est plus difficile peut-être avec les enfants, mais parfois on peut tout remettre ensuite en commun et puis redistribuer un petit peu correctement pour éviter les indigestions. Et voilà, c'est déjà la fin de ce 14e épisode de la saison 6. Un épisode qui ne volait pas très haut, mais pas pour autant un épisode de pingouin. Merci Guillaume. Si vous êtes arrivé au bout, eh bien bravo et merci. On est très heureux de continuer à vous compter parmi nos auditeurs. Et comme Guillaume l'a dit au début de cet épisode, si ce podcast vous plaît, faites-le découvrir autour de vous. N'hésitez pas à nous mettre une note ou un commentaire sur Apple Podcasts, Spotify et votre
ou votre logiciel de podcast préféré. Alors, comme à chaque fois que vous écoutez des podcasts, eh bien, sachez-le, si vous nous mettez 5 étoiles, ça nous aide. Si vous nous mettez moins, mettez-le dans votre tête, parce que ça nous aide moins. Et puis, vous pouvez aussi nous mettre un petit message sur YouTube ou Twitter, ou un petit pouce bleu sur Facebook. Et surtout, partagez. Ce podcast est diffusé le lundi tous les 15 jours ou le dimanche soir pour les plus au taquet, les plus pressés. Alors portez-vous bien d'ici au prochain épisode. Gros bisous. Et ne faites pas les pingouins.